on trace en reportant en ordre l'altitude Z et en abscisse le pourcentage de la surface du bassin dont l'altitude est supérieure ou égale à Y, rapporté à la surface totale du bassin. La répartition hypsométrique est donnée par le pourcentage de la surface comprise entre les différentes courbes de niveau à la surface totale. Maintenant, une fois qu'on connaît ça, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle partie, avec la courbe hypsométrique, dans quelle partie le cours d'eau est apte à creuser, parce qu'un cours d'eau apte à creuser, c'est un cours d'eau là où il y a la pente qui va favoriser l'écoulement et le cours d'eau creuse sous les. Et dans nos régions, les cours d'eau ne creusent pas, parce que l'altitude est faible. Vous aurez, donc, dans les régions montagneuses, les cours d'eau vont creuser. Dans les régions de monotonie de relief, plaines et plateaux, les cours d'eau auront tendance à faire quoi? À se sédimenter. Et vous l'avez vu, vous avez probablement tous travaillé avec la carte de marché en géomorphologie. Et vous avez vu au niveau du cours d'eau left, avec sa faible topographie, le relief est très faible, faible encaissement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dépôts d'aliments. Et tout le long de ce cours d'eau, vous avez beaucoup de dépôts d'aliments. Et ça se passe généralement. Donc, altitude élevée donne la force au cours d'eau, aptitude à creuser son lit. Et lorsque l'altitude est faible, le relief est très faible, qu'est-ce qui se passe? Le cours d'eau a tendance à déposer des segments. Donc, va favoriser le phénomène de colmatage et de sédimentation du lit. Mais c'est quoi le lit d'eau? Et quand je vais parler du lit de cours d'eau, c'est des questions de morphologie du lit fluvial. Et je vais vous donner un auteur. Le plus aujourd'hui, le spécialiste de cette question, c'est Gérard Descoutts. Gérard Descoutts, qui va vous décrire les morphologies. Il va même jusqu'à conclure qu'un cours d'eau, une rivière, c'est comme un orchestre. Quand vous êtes là, on constitue l'orchestre. Si tout le monde se met à chanter, à bavarder, est-ce qu'on va chanter? On va s'entendre. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Un bassin versant cherche de l'harmonie. Et un orchestre va chercher de l'harmonie. Vous êtes baptiste, l'autre a sa flûte, l'autre chante. Il faut que tout soit en cohérence. Et dans le bassin versant, ça agit comme ça. Et il dit que le cours d'eau, une rivière, c'est d'abord un orchestre et son propre orchestre qui va s'adapter, l'écoulement va s'adapter, donc le lit fluvial va s'adapter en fonction des contextes. Contexte d'abondance, contexte de creusement ou contexte d'alluvion, donc de sédimentation. Quand un cours d'eau creuse, les lits sont encaissés. Il y a un phénomène d'encaissement. Et généralement, lorsque le cours d'eau est encaissé, les lits sont étroits. Parce que pour qu'il creuse de manière efficace, il faut que le lit soit étroit. Et lorsque vous êtes en présence du phénomène inverse, vous avez des dépôts, le cours d'eau a tendance à se relever. Et s'élargir. La vallée s'élargit. Donc, il est obligé de se réajuster. S'il ne se réajuste pas, il va disparaître. Maintenant, il y a l'action de l'homme pour draguer, procéder au dragage pour enlever ces sédiments. Il faut procéder au dragage. Donc, la morphologie résulte de la dynamique fluviale. Le relief exerce une influence sur l'hydrologie de l'eau. Il définit, ou elle, c'est le relief, les formes des vallées déterminées par plusieurs types de lits, qui est la partie située en fond de la vallée dans laquelle s'écoule un courant d'eau sous l'effet de la gravité. On distingue habituellement de lit majeur ou la plaine d'inondation. Le lit mineur
d'étiage, le lit moyen et le lit de plein. Mais les lits les plus connus que vous allez rencontrer, c'est le lit mineur et le lit majeur. Le lit majeur, il est inondé de manière historique. Ce n'est pas chaque année que le lit majeur est inondé. C'est de manière historique. Lorsque vous recevez une fuite historique, le cours d'eau déborde, sort de son lit mineur, divague et va aller inonder très loin. Et donc le lit majeur. C'est le lit majeur qui peut être habité. Vous avez parfois des gens qui habitent. Donc le cours d'eau sort de son lit et déborde. Maintenant, dans des périodes d'étiage, en saison sèche ou en l'absence d'alimentation, vous avez vu, l'eau avait débordé. Et a commencé à diminuer. Et donc, du coup, c'est la largeur du lit qui a de l'eau 12 mois sur 12. Quand je dis sur 12 mois sur 12, il y a des moments de l'année, on n'avait pas d'alimentation, donc le cours d'eau est rétréci. Donc, c'est ça le lit. Le lit mineur. Et lorsque le niveau d'eau va baisser de manière beaucoup plus drastique, il va se réduire au lit d'étiage. Le lit d'étiage. Mais souvent, ce que nous voyons, c'est le lit majeur et le lit mineur. C'est beaucoup plus simple. Donc, le lit majeur ou plein d'inondation est la partie de la vallée inondée uniquement lors des plus hautes eaux. C'est le lit maximum qu'occupe un cours lors des débordements de très hautes eaux. Et ses limites externes sont déterminées par la plus grande historique. Le lit mineur est le sillon dans lequel se maintiennent les eaux, la quasi-totalité du temps, en dehors des périodes de très hautes eaux et de débordements. Le chemin d'étiage est la partie qui reste toujours en eau, qui correspond au début d'étiage. Donc, le relief, enfin, par la topographie, règle le système des pentes et crée des conditions de l'écoulement rapide. Donc, je vous l'ai dit, une pente forte favorise un écoulement rapide et une pente faible favorise l'infiltration, donc un écoulement très très faible. Le relief joue par l'érosion hydrique, le phénomène d'érosion, et donc d'arrachage des particules et leur transport. Les versants, par le ruissellement, donnent au fond des charges érosives. Le creusement des lits des cours d'eau et le tracé des cours vont dépendre de quoi? Ce triptyque, ces trois éléments, érosion, transport, accumulation. Je reprends. Le creusement des lits, pour que le lit soit creusé, il faut des charges érosives. Et ces charges érosives sont données par quoi? Par pente, par le courant d'eau, par la vitesse de l'eau, etc. Par le type de perturbation aussi. En présence d'une perturbation très intense, et oui, on peut avoir un creusement. Donc, l'érosion. Il faut que l'érosion soit là. Et puis l'érosion, après l'érosion, la phase qui suit, c'est le transport. Les sédiments qui sont arrachés doivent être transportés. Mais est-ce que le cours d'eau a suffisamment de charge pour procéder à l'évacuation de ces sédiments qui sont arrachés? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a suffisamment de courant? Est-ce que la pente est suffisante, etc., pour pouvoir charrier, que le cours d'eau charrie et transporte ces sédiments? Et les sédiments transportés peuvent être sous forme solide ou en suspens. Et je vous ai dit, dans ce système de transport, vous aurez des dépôts, les éléments les plus faibles vont aller très loin et les plus grossiers vont se déposer rapidement, toujours en relation avec la vitesse de l'eau. Donc, il y aura un phénomène d'accumulation. Soit au niveau de la zone où les particules sont arrachées, ou
toujours dans la zone de dépôt, parce qu'il y a toujours un endroit où ces particules se déposent. C'est ça l'accumulation. C'est l'accumulation. Donc c'est très très complexe. Et le cours d'eau, pour être compétent, ta compétence à transporter va dépendre de ces points. Et donc du relief. Voici donc nos 3 types de lits. Les lits que nous avons dit, mais il y en a plusieurs. Nous avons la plaine alluviale, c'est la même chose que le lit magique. Définie par une pluie historique. Donc, inondée lors des très hautes. Alors, quand vous avez une population qui habite dans le lit majeur, cette population va être inondée. Peut-être pas chaque année, mais de manière historique. Vous allez être inondé. Maintenant, si vous êtes dans des phénomènes de changement climatique, où tout est perturbé, etc., vous pouvez être inondé plus fréquemment. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons ensuite la plaine d'inondation, le lit moyen, le lit mineur. On aurait pu définir ici, vous avez vu le chenal d'étiage. Le chenal d'étiage. Donc, c'est le lit d'étiage. On l'a ici, on peut aussi l'avoir de l'autre. Le lit d'étiage. Et ça, selon Beltrando, Gérard Beltrando. Le lit de boue. Que nous allons encore ici entrevoir au niveau de cette figure. Le lit d'étiage, le lit mineur, la plaine d'inondation, qu'on appelle aussi le lit de l'énergie. Donc ça, c'est la coupe en travers qui nous donne ces informations. Quand on dit coupe en travers, c'est-à-dire la coupe à travers le cours d'eau. On prend une rive d'une rive à une autre. C'est différent d'une coupe en long qui va partir de la source à l'embouchure. Donc vous avez 2 types de profils. Le profil en travers et le profil en long. Et pour voir les différents types de lignes, on fait un profil en travers. En travers de quoi? Et nous avons ici le profil en travers de cours d'eau, bien illustré, avec des parties qui sont probablement occupées, vous avez de la végétation, etc. Avec, vous avez vu en termes de paysage, les paysages changent d'une rive à une autre et de nuit à. Et regardez au niveau du Rhône, c'est juste une photo. Nous avons le cours d'eau et en travers, vous avez des zones boisées, vous avez des zones de dépôt, parce que ce que vous voyez là, le sable là, c'est de la sédiment, c'est de l'accumulation de la sédimentation. Quand j'arrive au niveau du Nil, le fleuve Nil, au niveau du fleuve Nil, regardez, le lit mineur du Nil, il est très très étroit. Et le lit majeur, assez large à cet endroit. Le lit mineur, on va plus ou moins le définir en saison de basse eau, et le lit majeur en période d'abondance fluviale. Et regardez ici, ce qui est intéressant, si vous travaillez sur des questions d'inondation, mais des inondations d'origine fluviale, c'est-à-dire liées au débordement d'eau. Le lit mineur, il est défini par ce qu'on appelle un type de végétation qu'on appelle de la répulsive des forêts galeries. Il est entouré de lit mineurs et cerné par la forêt galerie. Ça vraiment délimite, c'est la forêt galerie qui délimite le lit mineur. Et regardez ces lit mineurs, délimité ici par plus ou moins ce qu'on va appeler une végétation d'alignement, puisque suivant le cours, qu'est-ce qui se passe? En situation d'alimentation, il peut être lié à la pluie ou bien à la fusion. Le cours d'eau commence à déborder. Il déborde. Il va sortir du lit mineur et aller se balader. Et
il va plus ou moins aller d'abord inonder progressivement le lit moyen. Et puis le lit majeur. Et il se trouve dans le cas en espèce, le lit majeur, les populations sont là. Il y a des habitations. Il y a des activités agricoles. Il y a certaines habitations, mais qui sont complètement en hauteur. Vous avez vu? Ils vont plus ou moins être épargnés. Mais ceux qui sont dans le lit majeur vont être inondés. Donc, si vous devez lutter contre les inondations, pour cette population, vous devez rien faire. C'est comme aujourd'hui une population qui habite dans le cas de Ziguinchor, qui habite au niveau du quartier Goumen. On ne peut rien faire. Le quartier Goumen. Qui se dit quartier résidentiel, mais qui habite la plaine du monde. On ne peut rien faire. C'est comme l'exemple de Saint-Louis. À la fois, vous avez l'inondation de type fluvial et de type fluvial et de type marine. Les trois ingrédients dans le cas de Saint-Louis. Pour le type fluvial, bon, aujourd'hui, on peut dire que l'aménagement du barrage a plus ou moins régulé, permet de laminer la crue, réduire la crue. Avant que l'onde de crue n'arrive, on peut agir. Et en 2003, c'est ce qu'on avait fait en ouvrant la brèche. C'était pour sauver sa vie des inondations. Mais, quand même, en voulant sauver Saint-Louis, on a aggravé la situation de Saint-Louis. Parce qu'entre-temps, la brèche s'est élargie pour atteindre 1 kilomètre. Et si la brèche s'élargit, c'est l'eau de mer. C'est l'eau de mer. Et la brèche, on l'a creusée où? C'était sur une bande de terre. C'est là où on a creusé la brèche pour pouvoir évacuer le trop plein d'eau qui devait arriver par le fleuve. On creuse, mais on oublie que là, c'est une dynamique. Et un monstre, la petite bête est devenue le monstre. Et quand il est le monstre, il faut faire mal. Il va nous engloutir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est tenté pour sauver Saint-Louis? C'est de faire une pique de protection. Tout le long. Ils ont tenté une première fois, ça a fait écouler. C'est une dynamique. Une première fois, on a investi des milliards. Ouf, c'est parti. On est encore en train d'étudier pour faire ça. Wait and see. Oui.